Mon enfance. Aujourd'hui, en 2024, moi, Julien Maria Antonia, née Balochko, je suis une Française et uniquement de nationalité française, mais venue d'ailleurs. Cet ailleurs, c'est la Roumanie, plus précisément le Parsium, qui n'a jamais fait partie de la Transylvanie, mais du royaume de Hongrie, à côté de la Transylvanie, Erdély en hongrois, la partie occidentale de la Roumanie jusqu'aux Carpates. Sur la carte de la Roumanie, on peut observer la délimitation de ces régions. Cette belle région très riche, qui a été donnée en cadeau à la Roumanie, après la Première Guerre mondiale, par les grands de ce monde qui ont vaincu l'Allemagne et qui ont scellé le sort de la Hongrie, qui était restée alliée à l'Autriche et à l'Allemagne. Je parle d'avoir donné en cadeau. Ce qui choque certains Français, c'est parce qu'au début de la Première Guerre mondiale, les Roumains sont rentrés en guerre seulement en 1916 du côté de l'Allemagne, tout comme la Hongrie. Seulement, vers la fin de la guerre, quand les belligérants ont commencé à sentir tourner le vent, la Roumanie a décidé au dernier moment de s'allier avec l'URSS. Donc, il s'est retrouvé dans le camp qui a gagné la guerre et donc a reçu en cadeau la Transylvanie et une partie de la région de Parsium, que la Roumanie considérait faisant partie de la Transylvanie. En perdant la guerre et suite au traité de Trianon de 1920, tout autour de la Hongrie, des territoires ont été accordés aux autres. C'est pour cela que les Hongrois disent ironiquement qu'ils sont le seul pays au monde qui a des frontières tout autour avec soi-même. Voyez la carte. Donc je fais partie de la minorité hongroise aujourd'hui, plus de 100 ans après. Je suis née en 1950, tout près de la frontière entre les deux pays, à Érmihely-Falva, nommé Valea lui Mihai en roumain, qui faisait partie du territoire de Parsium, tout comme Satu Mare ou Oradea, dans une petite maison qui existe encore aujourd'hui en 2024, en très mauvais état et c'est à vendre. En 1973, à mon arrivée en France suite au mariage avec André, qui dure depuis plus de 50 ans, personne dans sa famille en France ne savait où se trouvait la Roumanie ni la Hongrie, cachée et en secret derrière le rideau de fer du communisme, et encore moins comprendre pourquoi hongroise si c'est la Roumanie. Dans ce pays, il y a la citoyenneté roumaine et la nationalité hongroise, ce qui est incompréhensible pour des Français qui pensent que nous avons la double nationalité. Mais pas du tout, ce n'est pas ça. Nos ancêtres ont toujours vécu sur ces terres, ils ont été hongrois de Hongrie, c'est la frontière qui a bougé, c'est tout. À ma naissance, je suis donc citoyenne roumaine, mais de nationalité hongroise. Voilà. Ma mère, Geiger Gabriela, née en 1930, a raconté en hongrois son enfance, que j'ai traduit en français pour ma descendance. Donc je ne vais pas revenir sur sa vie, mais elle m'a donné l'envie de me raconter aussi pour mes enfants et petits-enfants. Mes grands-parents maternels, Geiger Victor, 1902-1983, connu à cause de sa déportation par les autorités soviétiques et roumaines dans le Donbass après la Seconde Guerre mondiale, en représailles de son nom allemand et de sa nationalité hongroise. Ses souvenirs traduits par moi et supervisés par André sont connus sous le nom de Victory Clara, étaient édités chez l'Harmattan. Ma grand-mère, Kostátsky Maria, 1906-1979, a réussi à surmonter tous les obstacles dus à l'absence de son mari, en louant une partie de la maison et en faisant la cuisine à des pensionnaires. Le retour du grand-père a été un autre traumatisme pour elle, car en rentrant de déportation, le grand-père est arrivé avec une femme de la commune qui a accouché d'un garçon quelques jours après leur retour.
le mari de cette femme, qui s'appelait Kurta, a reconnu l'enfant, Géza, comme le sien, en interdisant au grand-père de l'approcher. Ce qu'il a respecté, mais dans le village, beaucoup de personnes ont compris la situation. Un jour, le grand-père m'a écrit une lettre où il m'a parlé de cette histoire, et suite à ma traduction de ses souvenirs, nous avons réussi à retrouver la tombe de ce fils oublié, parce qu'il est mort très jeune, mais en laissant 3 garçons qui sont mes demi-cousins, beaucoup plus jeunes que moi, à Valja lui Mihai. L'un de ses cousins, Kurta Szabolcs, est pasteur protestant et aujourd'hui il vit dans un petit village en Hongrie avec sa femme et ses enfants. Je l'ai trouvé sur Facebook, mais je n'ai pas voulu lui dévoiler ma véritable identité. Avec des allusions, j'ai voulu avoir des renseignements sur ses parents, mais il a dû comprendre quelque chose et il a cessé de me répondre. Je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas lui causer du tort dans sa profession ni à sa famille, mais je regrette. De mon côté de la famille en Roumanie non plus. Personne ne veut rien savoir. C'est peut-être mieux ainsi. Mes grands-parents du côté de mon père étaient beaucoup plus âgés car mes parents avaient 18 ans d'écart d'âge. Mon grand-père Balázskó János, 1876-1968, est décédé quand j'avais 18 ans. C'était un petit monsieur gentil, taciturne et catholique très croyant. Il est parti par le bateau Carpathia du port Fiumei, qui se trouve aujourd'hui, suite au démembrement de la Hongrie en 1920 en Croatie, faire fortune aux États-Unis en 1907. En parlant de Carpathia, il y a quelques années, grâce à Internet, André a trouvé ce document où figure le nom de Balázskó János sur le bateau Carpathia en partant pour les USA. En 1912, est devenu célèbre suite au naufrage du Titanic. C'est ce bateau qui s'est déporté vers le lieu du naufrage et a réussi à sauver des passagers qui ont été soignés par un docteur hongrois qui voyageait à l'époque sur le Carpathia. Puisque, à partir des années 1910, une vague d'émigration massive de la Hongrie vers les États-Unis a commencé, pour traiter les problèmes de santé survenus à bord du navire, la compagnie maritime Cunard Line recherchait un médecin d'origine hongroise parlant bien anglais et le docteur Lengyel Árpád postula en mars 1912. À l'âge de 26 ans, célibataire, il fut envoyé à bord du navire de la compagnie, le vapeur Carpathia, sur lequel il ne fit que 2 voyages. Après le naufrage du Titanic, le bateau Carpathia est arrivé en premier et le jeune médecin, avec une expérience dans divers sauvetages, recevait les survivants et en fonction de leurs problèmes, les dirigeait vers les autres médecins, souvent pour traiter des fractures, des plaies ou encore des hypothermies. Après cette malheureuse expérience du naufrage du Titanic, où le bateau Carpathia a réussi à sauver 705 passagers, il n'a plus jamais repris la mer. Mon grand-père, il a laissé ma grand-mère et son fils Aladar à la maison. Il est revenu probablement vers 1910-1911, car mon père est né en 1912. Jamais nous n'avons entendu parler de ce séjour, ni d'autre chose non plus. Il reste seulement une photo, faite aux USA, que nous avons toujours. Mon père a fait encadrer cette photo, mais le photographe en Roumanie a éliminé le décor et la petite table sur laquelle repose sa main, qui reste en suspens sur la photo encadrée. Suite à un document trouvé en allemand que nous avons traduit par Dippel, je suppose qu'il a travaillé dans une mine en Hongrie de l'époque, à partir de son retour des USA et jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale, quand il a été enrôlé dans l'armée hongroise. Részbánya, exploitation minière de bismuth et de molybdène, c'est un genre de contrat. J'ai retrouvé donc ce document en allemand
car en 1917, Rezsbányán appartenait encore à la Hongrie, et donc les Allemands extrayaient des minerais de molybdène et de bismuth. Je pense que le grand-père, qui travaillait dans une usine à Pittsburgh, chez Carnegie aux USA, en rentrant, il a trouvé ce job. Ses frères ont également travaillé à Rezsbányán et d'autres mines en territoire roumain et sont décédés très jeunes, ce qui peut expliquer notre méconnaissance de cette branche de la famille. Il nous reste une petite carte avec sa photo habillée en soldat, envoyée à ma grand-mère et ses garçons. Au dos de la photo, il a écrit en 1918 ce petit mot en hongrois. Destinataire, honorable Madame de Balaskó János, Gura Barza, Hunyad, Christior. Ma chère et tendre épouse, je t'envoie ma photo pas très bien réussie, j'embrasse les enfants, je reste jusqu'à ma mort ton mari qui t'aime, Yoni. Petit nom de János. Il a survécu à la guerre, mais en 1920, suite au traité de Trianon, tout ce beau monde s'est retrouvé d'un jour à l'autre en Roumanie. Terrible traumatisme encore aujourd'hui pour les descendants de ceux qui ont subi ce déplacement de frontières décidé par les grandes puissances qui ont gagné cette guerre et qui se sont retrouvés malgré eux à devenir des immigrés sur leur terre ancestrale. Il a vécu avec la grand-mère et les garçons dans une petite ferme à Chilindru aujourd'hui. Il avait une ferme et quelques hectares de terre. On peut le voir avec ma grand-mère, ses deux fils et le petit jeune qui l'aidait sur quelques photos. Mon père apparaît aussi sur une charrette tirée par des chevaux, où il doit avoir 18-19 ans, l'âge de la naissance de ma mère, dans les années 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est devenu communiste et il a été traité de kulak parce qu'il a embauché un jeune pour l'aider, vu qu'il était déjà très âgé. Il s'est vu confisquer tous ses avoirs, le travail de toute une vie. Il lui restait la ferme en terre battue, sans eau ni électricité, une vache, des poules et un petit bout de terre mais sans autre revenu. De quoi survivre. Dans les années 1960, à la demande de mon père, ma mère a accepté de les prendre avec nous. La vie isolée à la campagne, sans électricité, sans eau courante, était devenue très difficile pour des personnes âgées. Nous habitions dans un appartement, mes parents, nous les 3 filles, et maintenant les 2 personnes âgées qui ont toujours vécu dehors, dans la campagne. La cohabitation a été très difficile des 2 côtés, même pour nous les enfants. Je garde un souvenir douloureux des incompréhensions entre ma grand-mère femme paysanne et ma mère, une fille qui a eu une éducation plutôt bourgeoise et stricte sur des valeurs. Mon père ressemblait plutôt au grand-père, sans véritable volonté, ni la capacité d'atténuer les incompréhensions entre sa mère et sa femme. Mon grand-père est décédé quand nous habitions à Baia Mare. J'étais toute seule à la maison avec la grand-mère quand le grand-père a rendu son âme. Ce qui m'a beaucoup choquée, car la grand-mère a absolument voulu lui mettre une bougie allumée dans la main, mais bien entendu le pauvre déliré, il voyait des moutons sous son lit et n'était plus avec nous. Voilà. Ma grand-mère, Aaron Esther, 1886-1977, avait 10 ans de moins que mon grand-père. Sur une photo datant du début du XXe siècle, on la voit au milieu de sa famille avec ses frères, sa sœur et ses parents. Je pense que sa famille était plus à l'aise financièrement que le grand-père, dont je ne connais ni famille ni photo de jeunesse. Je pense que son voyage aux USA a été entrepris pour faire fortune et montrer à la belle famille qu'il était capable. Mais voilà, quand il est revenu pour la chercher et l'amener avec lui à Spitzberg, où il a travaillé, les parents de ma grand-mère ont refusé catégoriquement son départ et la grand-mère n'a pas voulu non plus. Il y a quelques années, grâce à Internet, André a trouvé ce document où figure le nom de Balaskó János
sur le bateau Carpathia en partant pour les USA. De la jeunesse de mon père, Baloshko Antol, 1912-2005, je connais peu de choses. Il reste plusieurs petites photos dans la ferme des grands-parents, une charrette avec des chevaux et un autre avec des bœufs et toute la famille et le jeune qui les aidait. Il a été à l'école communale roumaine après 1920, ensuite apprenti. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été soldat dans l'armée hongroise, car cette partie de la Roumanie a été rattachée à la Hongrie pendant la guerre. Je viens de découvrir une carte fait maison sur laquelle il y a un tampon avec la date de 30 août 1940 et la mention « Retour à la mère patrie ». On peut voir mon père en uniforme avec son chapeau avec l'armoirie hongroise. Mais auparavant, dans les années 1930, il a eu la tuberculose pendant un certain temps dont il a guéri grâce à un séjour en sanatorium, dont il reste quelques photos où il a résidé à l'époque. Il est reconnaissable avec sa veste à carreaux. Quand mon grand-père Geiger a été déporté, il a travaillé comme comptable à Valea lui Mihai et il a pris pension chez ma grand-mère maternelle. C'est ainsi que mes parents se sont rencontrés. Voici comment parle ma mère de cette rencontre avec Antti, le petit nom de Antol. Entre-temps, je suis devenue une très bonne amie de Antti. Je l'aidais souvent à faire les comptes. Je savais qu'avant d'être appelé dans l'armée, il avait une fiancée, la fille d'un berger très riche. Elle avait l'âge requis et les parents des deux parties soutenaient ce mariage. Alors qu'Antti était dans l'armée et également en captivité, elle a été courtisée par un officier de l'armée roumaine, soi-disant très sérieusement. Quand Antti l'a appris, il a rompu avec elle. La couturière qui a travaillé pour cette fille a également cousu pour nous. Cette couturière a envoyé un message à Antti pour lui dire que sa promise voulait se réconcilier avec lui. Je lui ai transmis le message, mais Antti ne voulait pas l'entendre, même si la famille, en particulier la tante Hermina à Budapest, la sœur de sa mère, l'encourageait également. Cette fille aurait fait un très bon parti car elle était riche et elle n'avait pas de frères. Moi, je suis retournée à l'école, mais parfois nous correspondions secrètement avec Antti. Je suis sûre que maman s'y serait opposée, alors j'ai adressé la lettre aux collègues d'Antti au moulin. Aucune correspondance au couvent n'était autorisée, sauf pour les parents, mais les nonnes lisaient aussi cette correspondance. Il n'y avait rien à cacher dans ces lettres, elles concernaient juste des choses de tous les jours. Pour ma part, j'étais plus motivée par le fait qu'il y avait un homme qui ne me considérait plus comme une enfant. La plupart de mes camarades de classe avaient déjà des petits amis avec lesquels elles partaient en vacances et s'amusaient. Un film, une danse, une réunion. À l'époque, il n'était pas à la mode de dormir ensemble comme c'est le cas aujourd'hui. Les filles se mariaient sans être touchées, et si le contraire se produisait, elles le gardaient pour elles. Je n'avais aucune connaissance masculine à Mihailfalva. De nombreux jeunes hommes ont été emmenés pour devenir soldats ou simples apprentis militaires et ne sont jamais revenus de la guerre. Les garçons Andrassy sont restés à Budapest pour faire leurs études et nous, après le retour du territoire en Roumanie, nous sommes restés coincés à Érmihályfalva. Quand mon grand-père Victor Geiger est rentré de la déportation, le climat à la maison est devenu très tendu entre ses parents. Ma mère était à l'internat à Satu Mare. Je ne sais pas exactement comment a évolué la relation entre mon père et ma mère. Ce que je sais, c'est qu'elle a décidé de se marier avec lui contre l'avis de son père. Grand-père Victor a finalement accepté, mais en lui interdisant de continuer ses études, car pour torcher ses gamins, elle n'avait pas besoin du bac. C'est ainsi que mes parents se sont mariés. 18 ans d'écart, mon père à peine plus jeune que les parents de ma mère. Il avait 36 ans et ma mère 18. Mon père est né le 13 juin 1912
est décédée le 24 février 2005. Ma mère est née le 9 mars 1930 et décédée le 14 avril 2022. Leur mariage a eu lieu le 24 juillet 1848. Ils sont beaux sur la photo de mariage. Ils sont partis en voyage de noces à Satu Mare. Ils sont photographiés sur la place principale. On aperçoit l'église catholique du centre de la ville. Ils sont restés vivre à Érmihályfalva, Várjai Mihály roumain, où je suis née 2 ans plus tard. Mon père était comptable, ma mère femme au foyer. Entre-temps, mes grands-parents maternels ont quitté leur hameau. Mon père partait souvent en déplacement à Nagykároly, Carey aujourd'hui, en laissant ma mère toute seule pendant la semaine. Ma naissance a eu lieu au domicile, aidée par le docteur Andrássy, dont la femme Irenke est devenue ma marraine. J'étais un bébé assez difficile, paraît-il, car je pleurais beaucoup. Pour me calmer, on me donnait une tétine à sucer. Mais dès que j'ai eu les premières dents, je déchiquetais la tétine. Comme mes parents étaient pauvres et en plus avaient peur que j'avale des morceaux de tétine, on me l'a supprimée. Il paraît que je pleurais nuit et jour, devait me bercer continuellement la nuit aussi. Quand je suis devenue plus grande, j'ai commencé à me bercer en me dodelinant couchée sur le côté jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Je me souviens très bien car je l'ai fait jusqu'à un âge avancé. À l'époque de ma naissance, les femmes devaient rester au lit longtemps après l'accouchement. J'ai grandi doucement, une photo où on me voit avec un ballon devant ma mère qui attendait déjà ma petite sœur, Martha. Sur une autre photo, je suis dans les bras de ma mère avec la tante Pincy et mon grand-père Victor et ma grand-mère Maria. Ma mère m'a souvent raconté, quand on se retrouvait adulte, qu'elle regrette de ne pas avoir su tellement montrer son amour. Elle ne savait rien. Elle a pratiquement vécu toujours avec des bonnes ou à l'internat, et elle était trop jeune et inexpérimentée. Et ma sœur Martha est née 1 an et demi après moi, donc peu de différence d'âge. Je l'ai toujours rassurée, ma petite maman, que je la comprenais très bien et que ça ne me manquait pas car je n'ai pas connu autre chose. Autrement, elle a été une maman dévouée, elle a tout fait pour ses filles, elle nous a donné tout ce qu'on pouvait espérer dans ce pays communiste. Elle nous faisait nos vêtements, elle tricotait nos pulls, elle nous faisait la cuisine, elle nous a fait apprendre le piano, la merveilleuse langue hongroise en cours particulier. Elle a même tenté de nous apprendre l'allemand, mais ça, c'était un peu trop pour nous. Ces leçons n'ont pas duré longtemps. Elle gérait le budget dans un cahier où elle notait les revenus et les dépenses du ménage. Elle a toujours fait cela jusqu'à sa mort. Je pense que la naissance de Martha a été un peu traumatisante pour moi. J'étais trop petite encore et je devais devenir du jour au lendemain la grande. Pendant que ma mère gardait la chambre après la naissance, suivant la consigne de l'époque, elle a demandé à Balaško Esther, ma grand-mère paternelle, de veiller sur moi. Il paraît qu'elle m'a donné à manger des prunes, ce qui m'a rendue malade, et en plus j'ai attrapé froid. On était en octobre, et elle ne m'a pas habillée pour jouer dehors. À la remontrance de ma mère, elle a simplement répondu « Elle ne m'a pas dit qu'elle avait froid. » J'avais 2 ans et demi. Martha a été un bébé facile. Elle ne se posait jamais de questions, elle était toujours prête à faire ce qu'on lui demandait, à rendre service, souriante et sans façon. J'étais jalouse, car je ne savais pas être ainsi. On posait Martha sur le piano et elle chantait. Moi je restais par terre, au milieu des jambes des adultes, et personne ne faisait attention à moi. Dans mon souvenir, bien entendu. Sur les premières photos ensemble, sur la balançoire, je fais la grimace, car ma jambe est coincée contre la barre en bois et la jambe de Martha sur ma cuisse. La balançoire penchait un peu de mon côté. Je suis devenue une fille très sensible, comme une vraie princesse qui sentait le petit pois sous une vingtaine d'édredons, comme dans le conte de Grimm, qui ressentait absolument tout très profondément.
Plus tard, on jouait ensemble. Il reste une petite photo ratée, car ma tête est un peu rabotée, mais on aperçoit une partie de la maison à Valia lui Mihai et Martha dans la poussette pour poupée que je promène. Nous avons déménagé à Satu Mare, dans la petite maison que ma grand-mère a achetée pendant la déportation du grand-père Victor. C'est ici que 5 ans après ma naissance, Gabriela est née à l'hôpital cette fois. Pendant son accouchement et son séjour à l'hôpital, ma mère nous a confiés à la garde de ma grand-mère Geiger Maria, sa mère, qui est venue habiter chez nous. Voici une petite photo toute floue où nous posons avec Martha dans notre maison et on aperçoit la grand-mère dans l'arrière-plan. À partir de cette naissance de Gabriela, dans cette maison, j'ai des souvenirs personnels. J'avais 5 ans et demi et une certaine expérience avec Martha. J'étais la grande et pour ma petite sœur un genre de deuxième maman. Quelle responsabilité! Je prenais très à cœur cette situation. Je devais montrer l'exemple et faire attention qu'il ne leur arrive rien. À l'époque, la nourriture de base était sur ticket de rationnement en fonction du nombre de personnes du foyer. Pour le reste, les queues interminables et qui se prolongeaient longtemps, car pour avoir quelque chose, par exemple de la viande ou 1 litre d'huile ou 1 kilo de sucre ou farine, en plus du ticket, il fallait être parmi les premières arrivées pour avoir la chance de pouvoir en acheter. Mon père travaillait dans la journée, mais souvent il faisait la queue dès l'aube avant d'aller travailler, et ensuite ma mère prenait sa place, et donc maman s'absentait dès qu'on apprenait que quelque part dans la ville on distribuait de la viande ou d'autres denrées sur ticket ou pas. J'avais la lourde tâche de surveiller mes sœurs. Un jour, nous sommes restés seuls à la maison avec Gabriela, qui devait avoir quelques mois. Elle dormait quand ma mère est partie, donc tranquille. Mais au bout d'un certain temps, elle s'est réveillée et a commencé à pleurer. Nous, les 2 grandes, on a supporté un peu ses cris, mais je ne savais pas quoi faire. Elle a sûrement faim. Maman devait l'allaiter. Il n'y avait pas de biberon, ni de tétine, et je savais qu'elle ne pouvait pas manger comme nous les grandes. Alors j'ai eu une idée lumineuse, pensai-je à l'époque. Dans la tasse de service en porcelaine pour les poupées, j'ai proposé à Martha de cracher de la salive et de lui faire boire. C'est ce que nous avons fait toutes les 2. Nous avons essayé de cracher le plus possible pour atténuer sa faim. Elle a su sauter sur le bord de la petite tasse. Pendant ce temps-là, elle était occupée et ne pleurait plus. Quand ma mère est arrivée, je lui ai raconté fièrement ce que nous avons fait. Elle ne m'a pas disputée. Je pense qu'elle devait se sentir trop fautive et malheureuse d'avoir été obligée de nous laisser seuls. Pour le 1 an de Gabriela, Pinsike de son petit nom, mes parents ont décidé d'immortaliser la famille chez le photographe. Je parle de cette photo magnifique parce que Martha, Motiko et moi avons une jolie robe dont je me souviens avec nostalgie tellement je l'aimais. C'était en velours d'un bleu roi, à manches courtes bouffantes, avec des petites poches brodées devant, smoké à la poitrine et des cols en organdie. Ma mère s'est surpassée en nous les offrant. Elle avait une robe verte tendre qu'elle a confectionnée elle-même, et sur sa robe, ce qui me fascinait, c'étaient les boutons en forme de tête de femme. À l'automne 1956, il y a eu la révolution en Hongrie et particulièrement à Budapest. Le peuple s'est révolté contre le communisme, contre les soviétiques. Des tirs ont éclaté, la maison de la radio a été occupée. Mes parents, qui avaient de la famille et des amis à Budapest, étaient très inquiets. Pas de téléphone à l'époque, pas autrement des nouvelles qu'en écoutant Europe Libre à la radio. Mais bien entendu, en Roumanie, c'était complètement interdit. Les radios locales n'en parlaient pas du tout de cet événement. C'était bouche cousue de crainte d'une contagion. Donc interdit pour nous d'en parler à qui que ce soit. La tension était palpable à Satu Mare aussi,
et mes parents très inquiets étaient collés à la radio, surtout après l'arrivée des chars russes qui ont envahi les rues de Budapest en faisant des morts parmi les insurgés et la population civile. Un journaliste français, Jean-Pierre Pedrazzini, de Paris Match, a perdu la vie pendant ces attaques et pour lui rendre hommage, suite aux photos et les articles qu'il a publiés dans Paris Match, les Suisses et les Français, avec l'aide des Hongrois, ont mis en place son buste dans le parc de la République où il a trouvé la mort. Monument commémoratif de Jean-Pierre Pedrazzini à la place Köztársaság, place de la République de Budapest, pas loin de l'endroit où il fut mortellement blessé le 30 octobre 1956. Ce buste, érigé par les ambassades de France et de Suisse en Hongrie et magazine Paris Match à l'initiative de l'association de jeunesse Saint-László, a été inauguré le 23 octobre 2006 par M. Moritz Leuenberger, président de la Confédération suisse, et Madame Catherine Colonna, ministre déléguée aux Affaires européennes de la République française, et M. Olivier Royon, directeur de la rédaction du magazine Paris Match. Tout ça, on l'a découvert à l'époque où nous avions notre appartement à Budapest. Je n'ai pas entendu parler de cela quand j'étais enfant. C'est à cette occasion que la première et la dernière fois aussi, mon père a donné une fessée à Martha parce qu'elle faisait du bruit et rigolait pendant une écoute difficile, car l'émission était souvent brouillée pour empêcher les gens de savoir ce qui se passait. Nous étions enfants, Martha avait 5 ans, donc pour nous c'était incompréhensible toute cette crainte, cette angoisse de ce qui se passait si loin de chez nous. À l'époque, aucun pays de l'Ouest n'a levé le plus petit doigt pour défendre les droits de l'homme ou pour défier l'URSS. On a laissé faire. Pour les Hongrois, ils n'avaient rien à cirer. Aujourd'hui, quand je vois ces mêmes pays de l'Ouest qui donneraient leurs fils pour défendre l'Ukraine, qui, suite aux nombreuses sanctions prises contre la Russie et le paquet d'armes et d'argent dont ils privent leur propre population pour satisfaire le dirigeant Zelensky, qui mendie partout où il met les pieds, qui est sorti du show business, qui fait la guerre en s'imaginant être dans une série à la télévision qu'il a tournée auparavant et qui, en tant que comique, suggérait jouer avec sa queue sur un piano. Je suis outré. Je soutiens les Russes qui, cette fois-ci, ont raison.